Salut tout le monde, bienvenue dans la SP. Aujourd'hui c'est l'épisode 26 et on va parler de Crazy Kung Fu. Yes, j'ai hâte. Ça va Céline? Ça va très bien et toi? Bah, Hello tout le monde, d'ailleurs. Oui, bien sûr. On va dire bonjour quand même. On enregistre avant tout pour eux, Bah oui. hein, parce Tout à que fait. sinon c'est purement égoïste et puis on Non, fait ça que pour nous. Et puis on fait ça bien. Toujours. Toujours. Bah voilà. Ouais, donc Crazy Kung Fu. Bah j'ai déjà hâte de le revoir. Ouais, pareil. J'ai hâte de bien me marrer en fait. Mais moi je rigole déjà. C'est clair. Je- Je m'en suis refait quelques-uns là. Mais le film je le connais par cœur, j'ai toutes les scènes en tête. Je suis en train de m'imaginer des scènes qui me reviennent en tête. Ouais. Et ouais, non, ça va être fandard. Ça va C'est être ça. fandard. Moi j'ai juste peur pour les effets spéciaux. Ouais, que c'est vieilli, tu veux dire? Ouais, j'ai peur que c'est un peu vieilli. Mais quand on l'a vu ensemble, c'était il y a pas si longtemps que ça, je crois. Ah bah si, on l'a vu il y a très longtemps. Oui, il y a très longtemps dans le sens, c'est pas il y a 3 ans, mais je veux dire, c'était déjà assez longtemps après sa sortie, puisque tu l'avais vu plein de fois. C'est toi qui me l'as montré. Ouais. Moi, je l'avais jamais vu. Effectivement, toi, tu l'avais déjà bien rodé. Ça fait déjà Ouais, plusieurs années que tu l'avais vu. Ouais. Donc, moi, j'ai souvenir que c'était genre, il avait déjà 5-6 ans, un truc comme ça. Même plus. Ouais, peut-être 5 ans, ouais. Donc, Peut-être 5 ouais. ans après. Quand... Il est sorti en 2004, donc ouais, peut-être. Ouais, donc ça fait quand même, on va dire, milieu d'année, quoi. Tu vois, genre milieu de vie. Il a fait la moitié avant, avant que je le voie, et puis... Ouais. Et même déjà à l'époque, tu sentais qu'il y avait des effets spéciaux qui avaient un peu... Ouais, qui commençait un peu à battre de l'aile. Donc là, je me dis, 20 ans après... Ouais, c'est clair. Mais bon, c'est pas grave, après... Mais justement, c'est un bon, un bon moyen de voir aussi les films, comment ils évoluent, et si le côté humoristique aussi fonctionne toujours aujourd'hui. Ouais, parce que moi, c'est surtout l'humour que je Ouais. retiens, en fait. Parce que Stephen Chow, il a un rythme... un rythme comique Ouais. qui marche sur moi, en fait. Ah oui, mais moi aussi, j'ai souvenir, Ça j'avais marche de adoré. trop. Et on l'avait dit dans un épisode, mais l'humour chinois, en général, je passe à côté parce Ouais. que culturellement, ça me parle pas. Stephen Chow, il arrive à faire quelque chose de comique avec entre les codes du chinois et entre les codes internationaux, on va dire. Tu vois. Ouais, c'est vrai, il y a un côté... moi, comme je disais la dernière fois, je trouvais que ça me faisait très penser à certains films d'humour anglais. Alors, j'ai justement hâte de le voir pour voir si c'est un peu le même esprit, mais tu vois, genre... moi, ça me fait penser à des Hot Fuzz, quoi, tu vois, les trucs qui vont super vite, très dynamiques, avec des côtés un peu absurdes des fois. Et il y a une finesse d'écriture aussi. En fait, je trouve qu'il y a un bon mélange entre des blagues qui sont un peu gros pavés, tu vois, et après des blagues un peu plus subtiles. Donc, moi je voyais même du cartoon carrément. Ouais, complètement. Il y a un côté très gaguesque et cartoon. J'avais souvenir d'une scène où t'as la propriétaire. Ouais. Quand a fui le gang des H. Ouais, je crois que je vois, ouais. À court façon Looney Tunes, tu vois, avec les jambes qui vont... Ouais. Et j'avais souvenir de cette scène-là, donc puis je crois qu'il y en a plein d'autres, mais là je saurais pas en dire d'autres, mais ouais, j'ai hâte de revoir ça, puis de replonger dans ce film-là, que j'adore, tout simplement. En fait, je l'adore, ce film. J'ai dû le voir au moins une douzaine de fois. Je sais que nous, on l'a déjà vu plusieurs fois. Ouais, nous, plusieurs. Mais moi, en plus, comme je l'avais acheté quand on était étudiant, des DVD, j'en avais pas non plus des masses. Donc, en gros, il passait en boucle. Il passait souvent, quoi. J'avais des classiques. Hein, je me souviens, j'avais Clerks, j'avais Pulp Fiction, j'avais Arnaque, Crime Botanique, Snatch, tout ça. Et c'est des films que je remettais encore. Je me lassais pas, en fait. Ouais. Donc, puis Crazy Kung Fu, il en faisait partie, avec Shaolin Soccer. C'est les deux films que j'avais, je les ponçais, c'était un truc de fou, quoi. J'ai très très hâte de le revoir. Moi, j'avais eu une super grosse surprise que je connaissais pas du tout. Je connaissais pas du tout l'univers de Stephen Chow, et donc je savais pas trop à quoi m'attendre, quoi. Et non, mais c'est énorme, quoi. Ah ouais, non, c'est clair. Bah après, ouais, non, c'est des souvenirs. Ouais. Là, ça va être, un revisionnage nostalgique. C'est clair. Et je pense pas que je vais le défoncer, parce que honnêtement... je crois que c'est un film... c'est vraiment le Madeleine de Proust, ce film. Je le kiffe, mais réellement, quoi. C'est impressionnant à quel point... il est cher dans ton cœur, quoi. Mais il est cher parce que... Ouais, je crois que j'étais capable de le regarder une fois par jour, tellement il était fandard, quoi. Ouais. Donc, et puis en plus, il y avait des super scènes d'action. Ouais, moi, franchement, je trouvais qu'il y avait un très bon équilibre entre tout, en fait, dans le film. Ouais, c'est vrai. Non, après, Stephen Chow, il est fort pour ça. Hein. Ouais. Après, j'ai pas regardé grand-chose de lui. J'ai dû en voir que 3 de ses films. Donc, je sais pas. Mais bon, on va voir. On va remater ça.
Parce que là, on a fait une grande intro. Donc, comme ça, vous voyez qu'on est très motivés pour aller le voir. Ouais. On y va et on revient tout de suite. C'est parti. Dans 1h39. Voilà, dans 1h39. Nous voici de retour. Oui, on est là. Après le visage de Crazy Kung Fu. Ouais. Produit, dirigé et joué par Stephen Chow himself. C'est ça, multitâche. Chorégraphié par Sammo Hung pour une partie. Ouais. Et repris par la suite par Yuen Woo-ping. Ok. Donc on est sur un film comédie-action d'une durée de 1h39, sorti en 2004. C'est ça, et qu'on peut retrouver sur Netflix. Tout à fait. Il est disponible sur Netflix, donc ça c'est parfait. C'était facile. C'était très facile. Donc voilà, est-ce que tu nous pitcherais un peu le film ? Mais bien sûr, on va pitcher ça. Alors ça se passe dans les années 1940 à peu près. Et donc dans une grande ville chinoise, il y a un gros clan de mafia qui s'appelle le clan des H. Et en fait, ils veulent buter tout le monde. Et il y a juste un petit quartier, un peu comme le village d'Astérix Obélix, les irréductibles gaulois. Là, c'est pareil, en fait, il y a un petit quartier qui est là, et puis en fait, il est tellement pauvre que personne n'a envie d'y aller, et tout le monde s'en fout. C'est le village... Quartier de la boucherie. Le village de la boucherie. Non, la porcherie. Porcherie, ouais, merci. Et en fait, il y a deux petits truands, deux petits losers. Des petits galériens. Ouais, galériens, c'est un bon terme, c'est un bon truc. Qui se disent on va aller là et on va se faire passer pour le clan des H et on va essayer de raqueter tout le monde. Voilà, et de se faire un peu de thunes et se barrer. Sauf que bien sûr, ça se passe pas comme prévu, sinon ce serait pas drôle. Et donc au moment où ils essayent de raqueter du monde et au moment où ils se font bolosser, t'as le vrai clan des H qui arrive. Et là ça part en Et là c'est le drame. The people of Pigsty have fought off many feared opponents. They've beaten the most skilled assassins. But now, they're about to meet their biggest problem yet. 做架啦！大副超嗰個白咁沙塵，出嚟！喂，我唔係嗌你啊，白靚仔啊，靚仔，我忍你好耐噶啦，出嚟啊！得啦，叻啦！細路仔打交先至會啫。Columbia Pictures presents an all-new action comedy. 唔好啊，對唔住。Stephen Chow in a film that proves being a good bad guy is harder than it looks. Kung Fu Hustle. Et donc après, c'est un peu guerre de gang contre guerre de quartier, maître kung fu. Voilà. Les maîtres kung fu qui sortent de leur silence et de leur... comment on peut dire ? De leur retraite pacifique. Voilà, c'est ça, de leur routine quotidienne où ils avaient décidé de vivre paisiblement. C'est ça. Et en fait, par la force des choses, ils étaient obligés de reprendre les armes, enfin, reprendre les poings, du moins. Ouais. Et de se battre contre le clan des H. Le clan des H. Donc voilà. C'est ça. Je crois que c'est bien pitché, ça. Merci. Et qu'est-ce que t'en as pensé ? Toujours très fun, hein. Franchement, c'est très très bien. C'est toujours trop bien. Ouais. C'est du... un bon moment un grand moment de divertissement. C'est du kung-fu comédie, donc c'est... Ouais, c'est ça. C'est vraiment un film qui va bien dans l'absurde, moi je trouve aussi, qui est très drôle. Pour le coup, je trouve que ça a très bien vieilli. Ouais, c'est ça. Franchement, tu le vois, les effets spéciaux, ils passent clairement pas inaperçus. T'as des effets numériques, tu les vois, mais la plupart du temps, ça reste correct. Ouais, puis en fait, c'est pas... ça a suffisamment bien vieilli pour que justement ce soit pas dérangeant au visionnage. C'est juste, en fait, c'est drôle, quoi. Je veux dire, limite, ça rajoute une touche de comédie en plus, moi, je trouve. Oui, c'est vrai. Ça rajoute un côté un peu encore plus décalé. Ouais, peut-être visionnaire, le monsieur. Peut-être qu'il s'est dit,
bon, on va caler de l'absurde dans tout le film. Et ça et là, dans 20 ans, ça marche plus. Ouais, peut-être. Hein. Ouais. Mais Stephen Chow, il serait trop fort pour ça. Bon, ça m'étonnerait pas après Shaolin Soccer. Hein. Il a compris la recette pour vendre un film à l'étranger. Donc, banco. Il a réussi. Et d'ailleurs, petite anecdote, à sa sortie en 2004, donc il a été distribué après dans le monde en 2005, ça a été le film en langue étrangère qui a été le plus exploité dans le monde. Ah ouais, ok, Ouais. j'avoue. Et donc c'est Crazy Kung Fu et après Shaolin Soccer, on est Non, d'accord? c'est Shaolin Soccer après Crazy Kung Fu. Ok, d'accord. Bah, la ref au début. Oui, c'est vrai, oui, Bah oui. je suis bête en plus. La ref du début, carrément. elle veut tout En plus, dire. je me suis fait la réflexion quand tu as eu la scène du début, puis je l'ai oublié. Pour imaginer un peu, il y a une scène au début où... Bah, c'est une scène de foot, quoi. Ouais, en fait, t'as des enfants qui jouent au foot et donc Stephen Chow qui arrive à l'entrée du village, il reçoit le ballon dans les pieds, qui écrase le ballon en disant stop le foot, c'est Ouais. fini. Et là, après, le film Ouais. continue. J'ai fait voilà, ça c'est la ça. bonne ref. Ouais, non, carrément. Et ouais, bah après, par quoi tu veux commencer? Ah, je sais pas, pour le coup. Ouais, bah après, on peut commencer par le début. Hein. On a expliqué que il y a le quartier de la Porcherie qui est Ouais. attaqué par le clan des gangs. Voilà, tout de suite, on comprend que c'est un peu des bouseux, quoi. Ouais, clairement, tu sens déjà, c'est assez crade. C'est assez crado. Puis les villageois, tu sens... c'est des Il villageois... n'y a pas d'eau courante. Ils s'en tapent complètement de l'esthétique. Même Stephen Chow en lui-même, dans tout le film. Alors voilà, je vais commencer par ça. Ouais. Moi, ce que j'aime beaucoup dans le cinéma de Stephen Chow, c'est il est capable de prendre des acteurs complètement anodins, complètement banals, et de les grimer un peu genre moches, on va dire. Tu vois, je dis pas qu'ils sont moches, je dis juste qu'ils sont grimés et moches, tu vois. En les regardant, tout de suite, tu dis, oh, putain, c'est quoi ces cassos? Tu dis, c'est quoi ces pétnos? Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi il nous met des personnes comme ça dans le film? Homme ou femme, hein, dans les deux camps. Et dès que tu vois qu'ils font un truc stylé, bah ils ont beau rester avec le même accoutrement, et bah ils prennent une ampleur différente. C'est clair. Puis même déjà juste, moi je trouve que tes personnages principaux, ce soient des personnages qui esthétiquement sont pas dans les codes de beauté classique et ce qui est attendu d'habitude. C'est-à-dire que t'as vraiment, comme tu dis, ils sont grimés, ils sont... T'as les personnages qui sont super forts, qui sont bedonnants, vieux, avec une calvitie, je veux dire des dents en moins, des dents pourries, je veux dire t'as tout quoi, tu vois, c'est... Et je peux même dire que le seul qui est entre guillemets en mode stylé kung fu, tu vois, c'est le premier maître qu'on voit se battre, tu vois, celui qui maîtrise les pieds là, les je sais plus combien de pieds, les 28 pieds de je sais plus quoi. Et lui, tu le vois, niveau carrure, tu vois, il est bien taillé, beau gosse, tu vois. Et, c'est le plus jeune en plus. C'est le plus jeune, et c'est le premier qui se fait buter. C'est clair, je me suis fait la réflexion aussi. Donc ça, si c'est pas un message, et ça, derrière, t'as les deux autres mecs de Kung Fu qui viennent se joindre à lui, et t'en as un qui est un peu... on va dire... Attends, on va expliquer un peu qui est les maîtres de Kung Fu. En fait, dans le quartier des Porcheries, il y a 3 maîtres cachés, en fait. C'est ça. Il y en a un qui est livreur. Ouais, c'est ça, on va dire qui transporte des sacs. Qui fait un peu l'homme à tout faire. L'homme à tout faire. T'en as un qui est couturier. Ouais. Et t'en as un qui est restaurateur, cuisinier, qui est cuisinier, quoi. Ouais. En fait, il fait des raviolis et de la friture. Ouais. Et en fait, ces 3 personnes-là sont des grands maîtres qui sont venus se réfugier dans le village et passer incognito et vivre une vie paisible. C'est ça. Donc on a l'homme à tout faire qui est, on le voit tout de suite. Sans que le mec il est fort, quoi. Fort. Ouais, on va dire ils ont chacun plus ou moins un pouvoir et lui c'est la force, quoi. Ouais, c'est ça. Il y en a un ça va être plus les poings, l'autre ça va être les bâtons, des choses comme ça. Et les deux autres ils sont complètement, comme t'as dit, tu sais, ils sont un peu vieillissants, un peu bedonnants et ils sont ultra grimés, tu sais. En plus ils sont habillés, il y en a un qui a un short transparent avec un slip rouge en dessous, tu vois. C'est tu dis ouais, ok, mais quand tu les vois se battre, ils prennent une dimension, et là tu dis wow, ils sont tellement classe, même avec le short transparent, parce qu'il porte toujours. Hein. Parce que même sur ce personnage-là, où justement il y a un peu au début, avec la propriétaire, comment dire, une critique parce qu'il est efféminé, parce que tu sens que c'est un personnage homosexuel, et donc il y a une représentation au départ assez caricaturale, mais en fait quand il va justement commencer à se battre, ou même dans le reste de l'évolution de son personnage, et ben en fait ça devient un personnage vraiment... emblématique, charismatique, et donc la vision en fait au départ de la propriétaire qui est caricaturale, c'est en fait plutôt une critique de la propriétaire que la critique du c'est sa vision à elle plutôt que la réelle vision du personnage, quoi. C'est ça.
Et donc, oui, le quartier la porcherie, en fait, est tenu par 2 propriétaires, un couple. C'est le couple de tyrans, quoi. C'est le couple complètement de tyrans. T'as le mari qui pense qu'à flâner et à essayer de reluquer tout. Les mecs, les filles, mecs, les meufs, il passe des mains aux mecs, il scrute les meufs de loin. Et il a des traces de rouge à lèvres sur la joue à chaque fois, et puis il se fait tabasser par sa bonne femme avec la savate. Avec la savate, parce qu'elle, c'est une grosse hystérique, et c'est celle qui gère, en fait. C'est celle qui gère le quartier, en fait. Et tu la vois tout le temps avec des bigoudis dans les cheveux, la clope au bec, qui insulte tout le monde. Sa chemise de nuit aussi. Sa chemise de nuit, tout le temps, chemise de nuit. C'est pareil, on disait qu'ils ont des physiques voilà, pas atypiques, ou du moins pas dans les codes de beauté. Et c'est surtout aussi, même, comme tu disais, au niveau vestimentaire, c'est qu'ils vont se battre en pige, quoi. Tu vois, c'est vraiment... Ils sont vraiment grimés jusqu'au bout, quoi. Que ce soit physiquement, à niveau de l'accoutrement, tout est grimé pour te montrer que, en fait, c'est des gros pecnos. Ouais, c'est ça. C'est les gars, ils sont là, ils sont en pige toute la journée, ils s'en foutent, et tout ce qu'ils veulent, c'est récupérer le fric des locataires et leur gueuler dessus, quoi. Et instaurer des règles complètement absurdes. Complètement absurdes et dictatoriales. Ouais, grave, la scène où l'autre il prend sa douche, sa douche, c'est ça, qui se lave au robinet, puis il coupe l'eau, puis il a dit non, maintenant... le lundi, mercredi, vendredi, il n'y a plus d'eau, et le reste de la semaine, c'est rationné. Ça, mais déjà, il y avait genre au moins 10 personnes derrière lui qui attendaient. Moi, tu dis, ouais, c'est quoi le délire? Je me suis lavé avec la moitié de la tête. Ouais, tant pis pour toi. Et ouais, puis elle n'hésite pas à tabasser aussi. Mais c'est ça, elle leur gueule dessus, et elle, ça va de tout le monde, quoi. Ah, ça va de tout le monde, donc déjà, ce personnage-là, je l'adore. Ouais, complètement barge, et puis... mais vraiment, elle insulte tout le monde, quoi. Ouais, il y a tout le monde qui passe, quoi. Comme tu dis, le maître efféminé, même quand... elle apprend que c'est un maître, elle n'hésite pas à l'insulter, je vais dire le mot, mais elle n'hésite pas à l'appeler tapette, quoi. Ouais. Et là, tu te dis, putain, dans un film de 2004, une femme qui dit ça à un homosexuel, ouais, on est... Stéphane Shaw... Ouais, c'est presque borderline. c'est borderline, mais c'est montrer aussi que... je sais pas c'est montrer quoi, mais que ce soit une femme qui le dise, moi j'ai jamais vu. En train de réfléchir. Si je l'ai déjà entendu. J'ai jamais vu ça dans un film. Ouais, je crois que c'est souvent une insulte qui est donnée d'homme à homme, en fait. Ouais, c'est vrai. Et de femme à homme, je l'ai jamais entendu. Je l'ai pas vu non plus. Après, peut-être que ça existe et que je l'ai pas... Oui, ça doit exister, tu vois. Mais dans un film comme ça, tu vois, même sur des petits codes comme ça, il a réussi à les tourner dans tous les sens pour que ça paraisse, entre guillemets, normal dans l'époque, mais aussi, en fait, on va pas stéréotyper un type de personne. Il n'y a pas une personne en particulier, ou une ethnie, ou un genre qui va être épargné, mais il y a personne qui est épargné dans le film. Les meufs, elles sont tabassées, les mecs, ils prennent cher, c'est ça. le gang des haches, ils ont les dents pourries. Le chef, il a les dents noires. Le crack, ça a fait des ravages. C'est ça, tu vois. L'opium et tout. Il y a personne qui est épargné. Ouais, c'est clair. Le boss de fin, il est à moitié dégarni. C'est plus dégarni, il a 4 poils qui sont collés, tu vois, je veux dire. Et c'est un vieux en plus, quoi. Ça, c'est vraiment le vieux qui a passé 30 piges en prison et en asile psychiatrique. Franchement, c'est le genre de film, tu regardes juste une bande-annonce, tu t'enlèves le son. Tu vois juste ces images, tu te dis, c'est quoi ce film? C'est tourné où? C'est tourné à Bolbec ou... Enfin bref, je reparle de Bolbec, moi. Je vais arrêter, je vais avoir des problèmes. Et non, franchement, pour moi, ce film, c'est du génie, tout simplement. Il épargne personne, il va dans tous les sens et roule ma poule, quoi. Viens rigoler avec nous, puis viens voir comment je te fais un film de kung-fu où les gens, ils s'envolent et... Oui, même comme tu disais, tu as en avant-séance le côté cartoon quand elle court avec Stéphane Shaw. Ouais, c'est ça, mais la course-poursuite. Ou même ils se penchent et tout, en mode genre ils sont en bécane, alors qu'en fait ils courent. C'est un peu. Ça fait très Bibi et Coyote, je veux dire, on est vraiment. Très Bibi et Coyote, très. Tu vois, repris aussi dans La Cité de la Peur, dans ce genre-là. Comme tu disais au début, tu faisais allusion au village gaulois, mais c'est exactement ça. Ouais, c'est clair. Il y a presque, tu vois, des fois le côté même les baffes, un peu éclair. Ouais, les bruitages. Les baffes, les bruitages, c'est les mêmes. Même des fois, t'as des baffes, ils s'envolent, tu vois. Tu te dis, ça fait penser grave à Astérix Obélix. C'est clair. Et après, le film aussi est bourré de références. Ouais. Moi, je pense que Astérix Obélix a peut-être une place aussi. Ouais, c'est vrai. Je me demande s'il a pas eu cette influence-là. Après, t'as des influences. Genre des phrases un peu à
a un grand pouvoir, a plus de grandes responsabilités. C'est ça. Voilà, référence à Spider-Man. À Shining. Shining avec la porte qui s'ouvre avec plein de sang. Ouais. Il y a plein de références, j'en ai oublié, tu vois. J'en ai repéré 2-3 autres, mais ils me reviennent pas tout de suite. Peut-être qu'ils vont me revenir après, je vous le dirai. Mais ouais, c'est un film de fans, c'est un film fun. Et voilà, quoi, il n'y a rien à dire d'autre. C'est juste un très grand divertissement, ultra bien réalisé, ultra bien chorégraphié. Ouais, franchement, elles sont bien les chorégraphies. Et Sammo Hung et oui, Ivan ça va, Yuping, ça va. Là, entre les deux, moi, ce que j'ai compris, en fait, c'est que Sammo Hung a commencé le film. C'est lui qui a chorégraphié la première scène où les 3 maîtres se battent contre le gang. Ok. Et il a chorégraphié aussi quand les deux maîtres se battent contre les deux avec la harpe, là. La harpe, ouais. Et Sammo Hung a chorégraphié les 2 scènes. Okay, il a chorégraphié et réalisé. C'est pas Stephen Chow qui a réalisé ces scènes-là, c'est Asamo qui a réalisé complètement les scènes. Ok, d'accord. Ce qui se fait beaucoup à Hong Kong. D'accord. En général, en général, dans les films de kung-fu, il y a le réalisateur qui fait tout le film autour des scènes d'action. Et les scènes d'action, il y a une deuxième équipe. Et en général, on va dire, en général, c'était Sammo ou Wen Yuping qui venaient avec leur équipe et qui réalisaient les scènes. Okay. Donc c'est tout à fait normal. Ouais, mais en même temps, ça amène justement aussi une vision très particulière des scènes d'action, en fait, et des scènes de combat. Donc c'est... Et c'est à son top, les scènes à son top. Après, il faut pas s'attendre à du réalisme, ça part souvent... Non, carrément pas, mais je pense que justement, elles sont bien faites parce qu'elles gardent le ton du film. Ouais. C'est-à-dire qu'on va pas sortir du film en disant là on repasse sur un truc sérieux, il y a les combats, les machins. Hein. C'est qu'on reste, comme tu disais, avec les bruitages qui sont hyper... les ralentis. Qui sont super, les ralentis. Ouais, franchement, pour l'époque, tu vois, quand il y en a eu quelques-uns, je me suis dit, j'espère que ça va pas faire comme on avait dit sur certains films où au final on a, tu vois, des ralentis qui coupent le combat, des choses comme ça. Et là, en fait, on est vraiment limite dans un côté... Je trouve qu'il y a même aussi peut-être des références à Matrix, tu vois. Où il y a vraiment ce côté plus... on ramène nos références, on ramène des trucs en plus que... comment dire... un défaut de réalisation, quoi. Ça rentre très très bien dans la scène et ça la porte justement sur un côté en plus on fait quelque chose de beau, d'esthétique sur le combat et en même temps... on garde le ton ultra léger, décalé et humoristique de l'histoire. Parce que, en plus, les scènes de combat, elles vont souvent avec des scènes humoristiques. C'est-à-dire qu'il y a vraiment dans la narration, ça, c'est lié. C'est-à-dire qu'il y a un enjeu humoristique avant, le combat commence et cet enjeu humoristique, il y est toujours. Donc, en fait, ça retombe pas. Ouais, c'est vrai. Non, je suis d'accord. Non, je suis d'accord. Et puis, merde, je voulais dire un truc, j'ai oublié. J'étais trop longue. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Oui, non, en fait, ce que je voulais dire, c'est que dans le podcast, on a souvent parlé de films où ils utilisaient un ralenti, et souvent, c'était mal fait. Ouais, carrément. Il y avait, peut-être dans Tigre et Dragon, si je me souviens bien, Tigre et Dragon, ils étaient super bien réussis. Ouais, mais parce que Parce que c'était poétique. Ça faisait partie de la poésie. Et il y avait un côté très aérien et très léger dans la chorégraphie de Tigre et Dragon, et donc le ralenti accentuait ça. Alors que dans... Astir Gobai ou je sais plus quel autre ou même Infernal Affair, je crois qu'il y en avait beaucoup même. Tu regardes dans SPL, dans SPL il y en avait qui étaient pas très réussis, c'était des ralentis saccadés. Ouais, mais alors ça je trouvais que c'était moins gênant parce qu'il y avait un côté, je crois que c'était un peu, ils étaient dans un club où il y avait un côté un peu genre thème de la nuit, un peu même genre... sans ça, même t'as une scène de meurtre, la première scène de meurtre dans le terrain de foot là, quand l'autre il se fait égorger, t'avais une scène de ralenti où déjà, au niveau du visuel, tu sentais qu'il y avait du grain, c'était pas très clair. Et en plus, c'était saccadé, le ralenti, c'était saccadé, tu vois, ça faisait... C'était pour montrer le côté violent de ce que ressentait le personnage qui voyait la scène, en fait. Ouais, mais peut-être que ça, c'est un ralenti qui est mal maîtrisé. Ça aussi, ça revient souvent aussi dans Infernal Affair. Infernal Affair, il avait aussi pas mal des ralentis comme ça, qui étaient pas très très bien maîtrisés. Même dans Flashpoint, je crois qu'il y en avait. Ouais, dans Flashback, ils étaient pas c'était pas... Ouais. Mais enfin, bref, tu vois, on parle de films hongkongais, donc en général, dans les films hongkongais, je trouvais que le ralenti, j'étais pas fan, c'était mal géré. Et là, pour le coup, je trouve qu'ils sont super bien parce qu'ils sont fluides. Ils sont fluides, tu perds pas le rythme entre le vitesse réelle et puis les ralentis. Et l'image, numériquement, elle est belle.
Ouais, complètement. Et pour le coup, même en ayant vieilli, c'est-à-dire que on reste sur une qualité d'image qui est encore bien, quoi, et qui même au niveau des cadrages, des choses comme ça, de la réal, bah ça tient même la direction artistique, tu sens que voilà quoi, ils ont utilisé beaucoup de CGI même dans les décors et tout. Ouais. Mais je trouve que pour le coup ça sert bien le film parce que ça apporte beaucoup de détails, beaucoup de petits jeux de lumière. Tu vois, il y a en 2004 comme ça, c'était la mode du filtre bleu, vert, tu vois. Ouais. Et là, à part dans les scènes de nuit où tu vois un peu ce filtre bleu, il a pris le risque aussi d'utiliser des filtres un peu roses, un peu orangés, tu sais, dans la première scène, par exemple, la scène d'intro, où le filtre il est complètement rose. Ouais. J'aime bien parce que du coup, il joue avec les couleurs. C'est ça. Selon le temps de la journée, ou un moment, tu vois, par exemple, quand t'as la confrontation entre... quand le gang, ils arrivent dans le quartier, où t'as le nuage qui arrive. arrive. Mais ils poussent les codes à fond, en fait. Mais oui, et puis en plus, les nuages, tu vois que c'est numérique. Mais complètement. Mais ça fonctionne, parce qu'en fait, il y a une idée artistique qui vient s'apporter à la scène, et c'est complètement tiré de la bande dessinée, du comics, du manga. Et puis les personnages vont agir autour. En fait, c'est pas juste, tu vois, genre le gros nuage qui arrive et genre juste ça met l'ambiance. Il va pousser tous les codes autour à fond. Donc la musique, voilà, qui va être hyper dramatique, des choses comme ça. Des fois, on a la limite d'apprendre d'avoir la musique du parrain. Oui, c'est clair. Et pareil, tu vois, les personnages vont tous à un moment mettre en avant pour encore plus, jouer sur le fait que oui, on sait que c'est gros, on sait que vous allez voir que c'est un faux nuage, et ben on pousse le truc jusqu'au bout et on en fait quelque chose encore plus décalé pour qu'au final ça passe en fait, parce que ça rentre complètement dedans. Mais je pense que c'est Funcho a une façon d'iconiser aussi les personnages, même les scènes complètement en fait, qui est forte. Déjà dans Shaolin Soccer, il avait apporté un dynamisme, tu sais, un peu à la manga Olive et Tom, tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais limite, il aurait dû réaliser Olive et Tom. Ouais, c'est clair. Et même avec Kung Fu Seul, Crazy Kung Fu, moi j'aurais voulu qu'il adapte à un manga en fait. Ouais, c'est vrai. J'aurais voulu qu'il me fasse un Dragon Ball. C'est lui qui aurait dû faire un Dragon Ball, tu vois. Ça peut peut-être encore se faire, hein, faut le réclamer. Ouais, mais après c'est Funcho, honnêtement je sais pas ce qu'il faut aujourd'hui. Ouais, je suis pas à sa carrière cinématographique, pardon. J'ai juste bouffé Shaolin Soccer, Crazy Kung Fu et Bon Baiser de Pékin. Le reste, avant, je ne connais pas du tout ce qu'il a fait. Et après Crazy Kung Fu, je ne sais pas ce qu'il a fait. Donc, je ne peux pas m'avancer. Mais moi, j'aurais voulu qu'il adapte un manga. Ouais, carrément. Mais c'est un truc de fou, quoi. Moi, je pense qu'il aurait été... Il aurait été trop bon. Il aurait une dynamique et une vision qui marcherait très bien avec la bande dessinée ou le manga. Mais oui, de fou. Ouais. Tu vois, la scène de fin, là, quand il utilise la paume de Bouddha. Ouais. Entre le sol et puis la main qui traverse le bâtiment. Voilà, c'est ça que je veux, moi, dans une adaptation de manga, tu vois. C'est clair. Et ça marche très bien. Ça marche trop bien. Moi, c'est des trucs que je kiffe, tu vois. La scène où il s'envole dans le ciel et il retombe avec les mains qui s'enflamment et tout. Mais ouais, le mec, il a tout compris. C'est lui qui aura dû réaliser des trucs de fou qu'on attend. L'évolution, quoi. Ouais, oui. On aurait pu ne pas avoir ça. Oui, entre autres. Mais bon, on va... Voilà. Une minute de silence. C'est grave. Ouais, mais tu vois, tu disais qu'il était peut-être genre visionnaire et que justement, il savait ce qui allait, entre guillemets, plus ou moins mal vieillir et comment l'utiliser. Et clairement, je sais pas si c'est... on va dire d'avoir une vision comme ça un peu de ce qui allait commencer à l'évoluer, ou du moins déjà d'avoir l'intelligence de savoir que ça allait être éphémère en fait, que ces technologies là elles allaient être dépassées à un moment ou à un autre. Et franchement, tu vois, on parlait du ciel ou des choses comme ça, mais il y en a plein d'autres qui vont arriver, type les pieds qui sont écrasés, des choses comme ça. Tu peux pas les louper en fait, tu les vois tout de suite. Mais ça va avec le ton du film. Ouais, et c'est cette capacité à justement organiser et orchestrer son histoire autour de ça pour que justement ça continue à fonctionner, même quand ça sera moche, en fait, et ben franchement, c'est du génie, quoi. Mais c'est du génie. Mais tu vois, même tu prends les derniers Marvel, ils sont beaucoup plus moches que Crazy Kung Fu. Mais c'est clair, parce qu'en fait, il y a le côté aussi de vouloir faire sérieux. Et là, comme lui, tout ce qu'il cherche à faire, c'est de pas du tout faire du sérieux, c'est de faire des trucs, mais qui sont plus absurdes les uns que les autres. Et même techniquement, il y a des idées, même dans la réalisation des CGI, il y a des putains d'idées. Ils ont vraiment poussé le truc jusqu'au bout
pour le coup, même si ça se voit, parce qu'il y a un grain quand même, Ouais. et bon après, visuellement, nous, avec le temps, la rétine s'habitue aussi à la technologie, donc on le voit. Mais les idées sont très bonnes, et pour du 2004, c'est hyper bien réalisé. C'est hyper bien fait. Ils vont vraiment pousser le truc jusqu'au bout. Ils vont pas faire un CGI dégueulasse qui a aucun sens. Il arrive à mettre du dynamisme là-dedans. Ouais. Il arrive à mettre une DA et il arrive à mettre une direction tout simplement. Bravo. Si je veux voir un film où je suis conscient que ça va être tourné sur fond vert et que ça va être bourré du CGI, moi c'est ce genre de film-là que j'attends. Ah ouais, que les curseurs soient poussés jusqu'au bout. C'est ça. Et qu'on tente des choses. Pas qu'on... Mais pas que ce soit tout lisse, parce que le problème aussi, moi je trouve qu'il y a avec la CGI, c'est que à force de... Soit justement, en gros c'est pas abouti comme ce qu'on a pu voir avec les derniers Marvel, où c'est vraiment dégueu et t'as envie de dire... et il manque 4 passages de techniciens artistiques dessus pour que ce soit quelque chose, un rendu potable. Là c'est... ou sinon c'est tellement... Et tu as léché, remis, qu'au final, tu perds toute l'authenticité du truc, en fait. On sait que c'est faux, on sait que c'est des images. Oh, mais en fait, tu vois, j'ai une image bête en tête, mais le côté, tu sais, l'estompe que tu mets sur sur les dessins numériques, en fait, à la fin, ça te fait juste une bouillie, tu vois, de toutes les couleurs, tu vois, où c'est tout... parce que, en fait, t'as voulu estomper le moindre défaut, le moindre défaut. Et donc à la fin, t'as plus aucun défaut, mais t'as plus aucun truc qui te raccroche à quelque chose qui peut être un minimum... T'as plus ce côté brut, en fait. Ouais, et avec lequel tu peux t'authentifier, tu peux te connecter, des choses comme ça. Et là, pour le coup, moi, je trouve qu'on a le schéma inverse, c'est-à-dire qu'on a des choses qui sont pas, on va dire, excellentes dans la finesse d'exécution du CGI, mais pourtant, en fait, tous leurs défauts, en fait, ils sont tellement bien intégrés dans l'histoire, ils sont tellement bien... même les personnages pour le coup qui jouent très bien parce que c'est bien intégré dans leur rôle, et en fait tous ces défauts là c'est des défauts qui au final sont presque comme une petite Madeleine de Proust, quoi, tu vois. C'est vrai le truc où tu te dis tiens, je suis contente de les voir ceux-là, quoi. Je suis d'accord, non, tout est bien fait, puis la direction de l'acteur, comme tu dis, elle est très bien. Les acteurs ils sont prêtés au jeu, quitte à être ridicules, ils le font jusqu'au bout. Voilà, quoi. Après, de toute façon, on va pas en dire plus parce que après, il y a quand même des choses qu'on peut pas dire. Ouais, non, faut quand même découvrir un peu. Il y a des petits trucs à découvrir qui sont assez sympas. Ouais. Donc, il faut foncer à le voir. Et t'as une scène préférée ? Ouais. Laquelle ? La scène de la voiture. La scène de la voiture. Oui, d'accord, ouais. Avec le couple. Ah ouais, elle est excellente. Elle est énorme. Et juste, alors je vous raconte pas plus de ce truc qui se passe, mais c'est genre le parrain de la mafia qui change d'attitude de tout. Et donc le gars qui est censé être hyper violent, hyper sombre, et donc qui se fait un peu peur à l'ensemble de ses sbires et du reste de l'humanité, et t'as l'impression qu'il a 16 piges et qu'il a raté son couvre-feu et qu'il se fait défoncer par sa daronne. Moi, c'est ça. Mais moi, ce que j'adore, c'est le second. Ouais, dès que t'as les sbires qui s'approchent de la voiture, il dit « Patron, ça va ? Mais fermez-la ! Vous voyez pas que les gens veulent dormir ?» Et en fait, il a complètement retourné sa veste et puis il dit « Mais vous avez pas honte ? Respectez les gens !» C'est ça. J'ai trouvé ça énorme. Franchement, quand je l'ai vu, j'ai fait celle-là direct dans la scène. Ah non, celle-là, je suis d'accord, elle est bonne, la scène. Et toi ? C'est difficile, il y en a tellement, mais je crois que la scène qui me revient le plus souvent, c'est la scène avec les couteaux. Ouais. La scène de couteaux où les deux clampins là, donc joués par Stephen Chow et son pote, je sais pas comment il s'appelle, désolé, ils retournent au quartier pour se venger de la proprio. Ouais, et puis il y a le côté où ils doivent ils veulent intégrer le clan. Pour intégrer le clan, ils doivent tuer quelqu'un pour prouver qu'ils sont aptes à intégrer le clan. Voilà. Et donc t'as une espèce de scène où en fait t'as une réunion dans l'enceinte du quartier où t'as la proprio qui commence à gueuler sur tout le monde, et en arrière-plan t'as les deux clampins, je vais les appeler comme ça, c'est très bien, qui sont cachés derrière des caisses et puis qui ont des couteaux, et en fait ils doivent lancer un couteau et puis tuer la proprio. Sauf que ça marche pas. Non. En fait, c'est Stephen Chow qui se mange tous les couteaux dans les épaules, et puis après t'as son pote qui prend la relève et qui prend le couteau, il veut lancer mais il plante dans le bras de son pote et il lance juste le manche, et la proprio qui se mange le manche dans la gueule, et après ils se font crever, et après on bascule sur la scène course-poursuite entre la proprio et puis Stephen Chow en mode
en mode gag. Ouais, c'est ça, en mode cartoon, vitesse cartoon avec les jambes qui tournent. Si je peux rajouter un autre petit truc, ce que j'adore, c'est que les couteaux dans les épaules, ils servent de rétroviseur. Mais tu vois, je crois que c'est ce genre de scènes-là qui m'ont fait penser un peu au film, tu vois, les types Shaun of the Dead, Hot Fuzz et tout, il y a des trucs comme ça. Et même là, pour le coup, cette scène-là, entre le côté qui court très vite et tout, ça fait très aussi Astérix en fait. Oui, c'est vrai. Tu vois, c'est ça, il y a vraiment un côté... Ouais, quand dans les 12 travaux Astérix, là, quand il court, tu sais, avec le sprinter, bah, ça fait trop ça. C'est ça. Et je crois que dans un des films, alors je sais plus lequel c'est pour le coup, mais il y a une scène comme ça où il baisse un truc et ça fait rétro... Dans quoi dans un des Astérix. Ah, l'Astérix. Ouais, mais je sais plus si c'est avant ou après. Je comprends. Ouais, en fait, il court, il utilise un véhicule ou un truc qui est pas censé être un truc pour avancer. Et il utilise un manche ou un truc en métal pour faire rétro, justement. Il le plie. Mais ça me parle pas. Dans quel film c'est ça? Ça me parle pas du tout. C'est pas grave. Bah, voilà, mais ouais, non, franchement. Bon, après, je pourrais en citer un paquet de scènes. Hein. Il y en a tellement qui sont... non, franchement. Mais j'avoue, c'est énorme. Puis moi, j'adore son pote, en fait. Son pote, il est énorme. Il est énorme. Enfin, énorme. Quand je dis énorme, pas de... Oui. Je parle pas physiquement. Et non, c'est trop fort. Et puis, je réitère ce que j'ai dit à l'avant-séance. L'humour de Stephen Chow marche sur moi. Ouais, ça marche. Mais je crois parce qu'il est hyper varié, en fait. Ouais. Mais je crois qu'il est hyper aussi... Je crois qu'il parle à tout le monde, en fait. C'est un humour qui fait mouche à chaque fois. Ouais. Enfin, pour moi, en tout cas, ça fait mouche. Mais parce que moi, j'ai l'impression qu'en fait, c'est universel. Je pense qu'il va toucher un peu... je pense qu'avec les 2 films qu'il a fait là, Shaun Soccer et puis Crazy Kung Fu, il a compris ce qu'il fallait faire pour être... comment dire... exportable un peu partout. Voilà. Ouais. Et parce qu'avant ça, il a fait énormément de films, mais ça n'a jamais traversé... ça s'est jamais sorti de Hong Kong. Et avec ces 2-là, il est complètement sorti, puis il a fait même des records de dingue dans le monde. Et je pense qu'il a compris le petit truc. Et, qui faisait que c'était, t'allais parler universel. Ouais, c'est ça. Universel. Mais c'est vrai que moi, en comédie chinoise ou hongkongaise, j'ai pas beaucoup de références, en fait. Moi, on va dire que les films que je vais avoir comme comédie, c'est les Jackie Chan, en fait. Ouais, mais c'est ce que je disais, moi, avec Jackie Chan, je suis pas hyper fan dans le côté comédie, tu vois. Moi, ça me fait marrer, moi, leur truc. Moi, j'aime bien... Gags, ouais, après, ça fait longtemps que je les ai pas vus, Dans lesquels Bah, ce qui est Dragon Master et tout, quand il est bourré. Ouais, mais Dragon Master, moi, justement, ça marche pas, l'humour. La partie... toutes les scènes d'humour, en fait, c'est pas ce que je préfère dans les films. Moi, j'aime bien. Moi, je trouve que l'équilibre fonctionne bien sur moi, en fait. Ouais, mais après, le côté où il est bourré, c'est différent, tu vois. Là, c'est la boxe de l'homme sous. Mais c'est toutes les petits tons de comédie autour. Soit ce soit avec la mère ou avec son pote, là, qui est un peu niais, tu vois. Ça marche pas sur moi. Ça marche pas du tout. Et surtout qu'en plus, je le trouvais déjà un peu cringe à l'époque parce que c'était un peu... c'était un peu réducteur, c'était un peu... Après, franchement, je pourrais pas te ressortir des gags, en fait. Je sais que quand je les ai vus, je me suis poilée, mais je serais incapable de te redire aujourd'hui, parce que ça fait 25 ans que je les ai pas vus, quoi, 20 ans que je les ai pas vus, donc... Mais tu vois, enfin, je vais dire aussi, hein, mais t'as des gags un peu où en fait, la mère, elle se fait limite violenter, en fait, par son mari. Mais en fait, c'est tourné en dérision. Ouais, donc c'est plus que cringe, je suis d'accord. Tu vois, t'as plein de trucs comme ça, tu vois, et moi, ça marchait pas déjà à l'époque, et puis Combat de Maître, je l'ai vu, revu. Ouais, au bout de plusieurs fois, en fait, je mettais que les scènes de combat que je préférais. Et comme je savais à quel moment il y avait des scènes de combat, en fait, je sautais toutes les scènes où il parlait, toutes les scènes à côté, parce que ça apportait rien pour moi au film. Et moi, je voulais juste voir les scènes de combat qui étaient déjà très nombreuses et très longues et très qualitatives. Mais il y a quand même plein d'humour dans les scènes de combat. Moi, j'ai souvenir des films. Oui, non, mais c'est pour ça que je te parle hors scène de combat. Donc, moi, je pense que ça fonctionnait bien sur moi. Après, le reste, j'avoue, je sais plus ce qui se passe en fait. Tu vois, t'en as plein. Je pourrais pas te redire. T'as des films comme. Ah merde, il y en avait un où il est cuisinier aux États-Unis. Ah, je l'ai pas vu. J'ai plus le nom, merde. Je l'ai là, il veut pas sortir. Ah, putain, je l'avais là. Merde, il est parti. Vas-y, barre-toi. Je veux plus de toi. Et tu vois, c'est pareil, ça marchait pas sur moi parce que il y avait trop de parts de comédie et c'était un peu bizarre. Il y avait un film aussi, je me souviens, de Jackie Chan. Je sais plus comment ça s'appelle aussi. Putain, j'ai un trou là ce soir. Et en fait, c'est un mec, un milliardaire, quoi. Ouais. Et en fait, qui tombe amoureux d'une chinoise.
et tu vois qu'il avait mis une bouteille à la mer, et en fait il récupère la bouteille à la mer, et puis en fait il rencontre la jeune fille, et en fait ils vont commencer à se côtoyer, tout ça, puis lui il va un peu montrer dans quel endroit il vit, donc tu vois je regarde, je suis super riche blanc, tu vois, avec la salle de sport, machine blanche et tout habillé en blanc, et en fait les seules scènes d'action qu'il y a dedans, en fait c'est contre un boxeur anglais ou américain, non c'est américain je crois, et il est tout petit, tu vois, par rapport à lui, il est petite taille, et en fait, il y a les scènes d'action, franchement, qui sont, pour le coup, je trouve vraiment excellentes. Ouais. Mais dedans, ils mettent des moments de gag qui marchaient pas du tout. Ouais. Tu vois, par exemple, ils se mettaient des patates, t'avais des bouilles un peu boing, et puis après, t'avais les yeux qui louchaient, et puis ils revenaient dans la réalité, et après, la scène d'action reprenait. Et tous ces petits moments-là, ça ne marchait pas sur moi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et tu vois, là, c'était pour parler de scènes de combat. Parce que dans Drunken Master, justement, le côté boxe de l'homme-sous, ça apporte quelque chose en plus. Ouais, complètement. Puis moi, c'est vrai qu'il y avait plein de gags que je trouvais qui étaient avec le décor, avec plein d'accessoires qu'il utilisait, qui pour moi fonctionnaient très bien. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai pas assez de souvenirs du reste de l'histoire pour savoir si les éléments où vraiment je me suis marrée, c'était des scènes de combat, juste c'était inclus dans les scènes de combat. Ou s'il y avait d'autres... Moi voilà, j'ai ce souvenir-là. Après, il y en a plein, tu sais. Ouais, c'est ça. À l'époque, il y en avait plein. Tu vois, Samo, il en a fait beaucoup aussi. Le film que je cherche depuis tout à l'heure, je ne le retrouve pas. Le truc où c'est un cuisinier, il fait du kung-fu. Ça, pour le coup, ça marchait pas mal, tu vois. Il n'y avait pas tout qui marchait, mais j'avais pris un plaisir. J'ai de la sympathie pour ce film, tu vois. Mais j'ai toujours un peu de mal. Tout marchait pas sur moi. Il y avait des différences de rythme entre l'action et la comédie. Ça passait du tout, et ça marchait pas tout le temps sur moi. Au début, peut-être souvent au début des films, j'y allais, tu vois, je me dis, ah c'est bien, ok, vas-y, fais-moi rire, vas-y, battez-vous. Mais après, je trouve que c'est hyper redondant, et on revient toujours sur les mêmes gars, toujours sur les mêmes trucs, et je me lasse à un moment donné. Et moi, tout ce que je voulais, c'est j'attendais les scènes d'action. Après, c'est vrai que pour le coup, j'en ai pas vu des tonnes, c'est-à-dire qu'on en avait pas beaucoup. D'ailleurs, c'est mes cousins qui les avaient, donc je les matais surtout quand j'étais allée chez eux. Et donc, en fait, j'en ai pas... j'ai pas eu le côté où, tu sais, t'en vois plein, et d'un film à l'autre, tu te dis, ah tiens, ces gags-là, ils sont revenus, ils reviennent, choses comme ça. Quoi. Donc, bah, tu vois, après, tu regardes même... pour continuer à Jack Chan, on continue à digresser. Sa période américaine, c'était que ça. Ouais, ça, par contre, là, moi, ça, je trouve ça que... passait moins. Là, je... Bah, Rush Hour, t'as envie de... Ouais, Rush Hour, déjà, parce que c'est mal réalisé, et puis c'est... voilà. Puis c'est très cringe aussi. Voilà. J'avais de la sympathie pour Shanghai Kid. Ouais. Parce que c'est un western, j'adore les westerns. Mais bizarrement, moi, c'est pareil, en fait. Celui-là, il avait tout sur le papier pour que je déteste. Ouais, pareil. Et en fait, quand je l'ai vu, j'ai fait... Je sais pas, j'ai passé un moment. Il y avait plein de trucs qui allaient pas, on est d'accord. Tu vois, franchement, je le défends pas non plus. Mais je retiens pas la comédie, en fait. Parce que t'as l'espèce de buddy movie entre lui et puis Owen Wilson. Ouais, j'y sais un peu trop, là. C'est un peu... déjà trop stéréotypé, déjà, en plus, c'est années 2000 aussi. Donc, il y avait plein de trucs comme ça qui... Ouais, je dis, bon, allez, vas-y, avance, le film avance. Mais j'arrivais quand même à passer un bon moment, mais c'était mal équilibré. Ouais, complètement. En fait, c'est ça que je reproche à l'humour chinois, c'est que c'est mal équilibré. Mais bon, après, ça, c'est mon avis. Ouais, après, comme je te disais, moi, c'est vrai que c'est un sujet où je vais pas assez avoir de recul, en fait, sur avoir vu des choses différentes, de réalisateurs différents, avec des acteurs différents, ce genre de choses, quoi. Donc, mais on en remettra peut-être quelques-uns et on pourra se refaire une idée. Oh, c'est clair. Non, on va clôturer sur ça. Ouais, et vous dire d'aller franchement aller voir. Soit voir, rebouffer ou revoir, rebouffer Crazy Kung Fu parce que c'est toujours aussi fun. Et voilà quoi. C'est ça. Recommandation ? Yes. Tu veux commencer ou je commence ? Vas-y, commence. Alors, moi je vais parler d'une bande dessinée qui est un coup de cœur de cette dernière semaine. Ça s'appelle Tout va bien de Charlie Genmore. C'est c'est l'histoire d'une jeune femme qui a une vingtaine d'années et ça commence où en gros elle se pose des questions parce que elle a encore jamais fait l'amour et se met un peu la pression quoi. En gros c'est moi qui ai un problème, pourquoi je veux pas, et en fait elle est jamais avec quelqu'un où elle se sent suffisamment bien pour dépasser en fait toutes les angoisses qu'elle a. Donc elle rencontre quelqu'un dans son groupe, donc c'est un groupe d'étudiants en art à Paris. Et en fait, au départ, elle se dit, je vais me forcer pour avoir une relation avec quelqu'un, que ce soit d'abord une relation platonique et après pour une relation sexuelle.
Et en fait, elle le fait pas, elle se force pas. Et elle rencontre à un moment quelqu'un, un personnage pour le coup masculin extrêmement bien écrit, où ils vont justement au départ juste être potes, quoi. En fait, ils sont plus que potes assez vite, mais il se passe rien. Ok. Il y a jamais de pression. Et en fait, au fur et à mesure, elle va expliquer sa dépression. Donc, elle a une dépression chronique. Donc, il y a une justesse d'écriture, en fait, dans tous les personnages, que ce soit féminin ou masculin, dans la dynamique familiale. Donc, il y a, en fait, un schéma familial extrêmement chaotique. Donc, les parents sont divorcés. Son frère par la personne, on le voit quasiment pas. C'est vraiment l'espèce de spectre, tu vois, dont on entend parler et qui bouge à l'arrière, mais on le voit très très peu. Et on voit toute son évolution à elle, en fait. Donc, ses années d'études, toute sa relation avec son copain. Et en fait, c'est un récit autobiographique. Et donc, dans ce récit-là, il y a plein de choses qui sont amenées. Il y a énormément d'informations, tant sur l'histoire à proprement parler d'Ellie, soit sur sa famille, sur sa sœur. Sa sœur a le syndrome de Down, donc il y a le côté aussi du handicap de sa sœur qui va peser en fait sur la famille. Et voilà, je trouve qu'il y a une justesse dans la narration, dans les dessins, dans la façon d'amener plein d'éléments au fil de l'eau, et en même temps d'avoir une structure qui est extrêmement bien menée. Et il y a plein de petits messages, en fait. Et par exemple, quand elle parle de son copain, donc qui s'appelle Archimède, je recherchais son nom depuis tout à l'heure, en fait, ses parents, à partir du moment où elle couche pas avec lui, ils considèrent pas que c'est son copain. Ok. Il y a plein de choses comme ça, en fait, qui est amené vers juste des petites réflexions qui vont l'impacter. Et au départ, en fait, les parents ou les personnes extérieures vont pas voir ce qui se passe vraiment et l'impact que ça a sur elle. Et voilà, donc je trouve que c'est très très bien écrit, ça amène plein d'informations aussi sur des groupes d'étudiants, de potes, et après un peu plus tard la vie d'adulte, sur l'amitié, sur l'amour, sur la sexualité, sur l'identité de genre, sans jamais que ce soit un truc hyper lourd, hyper... tu vois... où on en met une tartine histoire de dire voilà, on fait quelque chose qui est inclusif ou on fait quelque chose qui va parler de sexualité. Et je trouve que ça amène aussi beaucoup de tendresse et d'humour en fait dans plein de questions qui peuvent être dramatiques. Par exemple, le personnage masculin d'Archimède, c'est un personnage qui est complexé par son corps. Et c'est quelque chose que je trouve qu'on voit très peu en fait dans les représentations masculines, où c'est le complexe physique est très souvent associé au personnage féminin. Et juste ça, c'est amené de manière extrêmement subtile, mais en fait, ça donne une dimension supplémentaire au personnage. Et ça va amener aussi dans la dynamique en fait de tous les personnages entre eux, quelque chose une saveur supplémentaire, quoi. Ok. Donc voilà, vraiment gros coup de cœur pour cette BD que j'ai prise à la bibliothèque complètement au hasard. Et encore une très belle surprise. Donc ça s'appelle Tout va bien de Charlie Genmore. Parfait. Voilà. À toi. Moi, je vais recommander, ça va être rapide, hein. Moi, c'est juste pour faire ma pub. Mais refais ta pub, t'as bien raison, auto-promo à mort. Après l'épisode, le 1er avril, sortira le 2e numéro du magazine où je suis publié, et il y aura mon chapitre 2 dedans. Tout à fait. Voilà, tout simplement. C'est juste ça. Donc, moi, je vais finir ta promo, et je vais vous dire d'aller acheter le tome de d'Isekai Touch. Vous pouvez y aller sur le site internet d'Isekai Touch. Vous pouvez faire des commandes pour le magazine en papier ou en numérique. Et ça, si vous le voulez en papier, ça livre dans le monde entier. Voilà. Bien sûr, je vous conseille d'acheter le numéro 1 avant, parce qu'il y a mon chapitre 1. Oui, pour comprendre l'histoire, c'est mieux. Et donc le chapitre 2 sera dans le numéro 2. Et je vous annonce tout de suite que pour le numéro 3 qui sortira au mois d'août, il y aura 2 chapitres à moi dedans, avec une annonce sur ma sérialisation. Donc ça veut dire que l'année prochaine... Bravo. Merci. L'année prochaine, je vais avoir mon manga relié et qui sortira chez tous les bons bouquinistes, on va dire. Tous mes chapitres seront regroupés et sortiront en un seul volume, et il y aura uniquement mon nom dessus. Et voilà. Et donc du coup, le 2 sera disponible le 1er avril. Vous verrez. Alors, je peux pas vous dire exactement quelle histoire il y aura dedans, parce que moi-même, je ne suis pas au courant. Il y en aura plusieurs, c'est sûr. La couverture sera dessinée par une illustratrice qui a travaillé pour un chapitre qui est aussi dans le magazine.
Et moi, je dessinerai la couverture du numéro 3, pardon, qui sortira au mois d'août. Donc, raison de plus pour acheter le 1, le 2, pour pouvoir acheter le 3 et avoir ta couve. Bah oui, comme ça, vous aurez un numéro 3, vous aurez 4 chapitres à lire. Et on sera déjà à la moitié d'un volume. Et il faudrait que je refondisse 4 autres pour avoir le numéro 1 qui sort complètement. Easy. Voilà, donc voilà, c'était juste ça. Donc Isekai Touch. Isekai, je vais I-S-E-K-A-I. Touch, touche. Hein. Touche sans eux. Voilà. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à venir en DM sur la Préscience Podcast. Je pourrais vous donner les liens, vous rediriger. De toute façon, je les partagerai en story quand ça sortira. Donc, alors si mon calcul est bon, l'épisode sortira une semaine avant la sortie du magazine. Donc, j'aurai le temps de poster en story et donc tout le monde sera au courant. Et voilà. C'est tout. Très très bien. Moi, j'ai hâte d'avoir tout ça en avant-première. Ouais. Moi aussi, j'ai hâte de voir. Je suis toujours impatient de voir mes dessins en fait dans le magazine, quoi. C'est fou. Donc voilà, c'est tout. C'est tout pour les recommandations. C'est tout pour les recos. Et on va passer au quiz. Ouais. Le quiz de la soirée où je mène de 2 points. Oh. Tu as 37 et j'ai 39. Oh là là. Donc, en plus, là, je pense qu'il y a moyen que tu fasses un peu de points, là. Bah, écoute. Tu veux que je commence ? Vas-y. Allez. Quel acteur a refusé son Oscar en signe de protestation contre le traitement infligé aux Indiens d'Amérique ? Ils en ont parlé il y a pas longtemps. Marlon Brando. Exact, bien joué. J'ai revu des vidéos passées là-dessus. Ouais. Quel Oscar les studios Disney obtiennent-ils pour la première fois avec La Reine des Neiges ? Meilleure chanson ? Non. Meilleur film d'animation. Meilleur film d'animation. Et on n'a pas choisi les cartes en fonction du fait que ce soit les Oscars, que ça vient d'être les Oscars. Mais... Quel instrument de musique plante le décor d'Il était une fois dans l'Ouest ? Attends, Il y a un instrument de musique qui ouvre le film. Mais moi j'ai une oreille musicale. T'as pas la BO de... Si, je l'ai, mais... C'est quel instrument ? Une flûte de pan, là non, c'est pas une flûte de pan. Ça, je te l'accepte pas. Non, mais Une flûte de pan au Far West. Au Far West, ça serait quoi l'instrument L'harmonica. Bah voilà, tout simplement. Mais bon, je l'accepte pas, celle-là. Parce qu'en plus, on nous a fait une réflexion, on était trop gentil. Donc maintenant, c'est fini, on est méchant maintenant. Mais non, faut pas. Bad guy. Dans quel film dont le titre est le nom d'un célèbre circuit, Steve McQueen interprète-t-il un coureur automobile ? Bully ? Non. Le Mans. Ah merde, tant pis. Pour sa prestation dans le film JCVD, quel comédien a reçu les éloges inhabituels des New York Times ? Bah, Jean-Claude Van Damme. Ouais, trop difficile. J'avoue, elle était archi dure, celle-là. En 1959, à quel acteur ne cessait-on de répéter « Arrête ton char, baignure » ? Donc, tu me donnes le nom de l'acteur. Charlton Heston ? Ouais. Putain. Un ours en peluche qui boit des bières, ce n'est peut-être que dans le film. Ted ? Ouais. Alors, quel film de Jean-Jacques Hano s'inspire de la vie de Marguerite Duras ? Ouais. Jean-Jacques Hano... Est-ce que tu connais des films qui sont tirés de romans de Marguerite Duras ? Bah, il y a le truc des geishas, là. Non. Non, c'est pas Jean-Jacques Hano, ça ? Comment ça s'appelle ? Mémoire d'une geisha ? Ouais. Non, c'est pas Jean-Jacques Hano ? Je sais plus si c'est lui ou pas, mais je crois pas. Mais... Il me semble que c'est lui. Enfin bref. C'est possible, mais c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas tiré de... Non, C'est L'Amant. Ah, L'Amant, putain. Très bon film. Ah ouais. Et très bon livre, d'ailleurs. Comment est orthographié le titre du film Seven de David Fincher ? S-E-7-E-N. C'est ça. Bon, alors là, il va me falloir laisser un petit peu de temps, parce que je vais avoir à prononcer un truc de malade. Donc mon cerveau, il va être un peu... Il va pédaler dans la semoule. Alors, si vous ne savez pas prononcer Eija Vja La Jokul, vous devez dire... Oh, ça me parle, ça. C'est irlandais. Non. C'est pas irlandais ? Non. Putain, j'avais pensé à $1 Million Baby. Non. Tu peux aussi le redire ? Ouais. Eija Vja La Jokul. Alors c'est... Je vais te le... E-Y-J-A-F-J. Alors F-J, je sais pas le prononcer. Hein. Donc E-Y-J-A-F-J-A-2-L-A-J-O-K-U-2-L. Putain, ça me parle. Ouais, je sais que ça te parle, parce qu'en plus, non seulement c'est dans un film que t'aimes beaucoup, et en plus, je suis sûre que tu connais le film.
Je suis pas sûre qu'on l'ait vu, mais en tout cas, tu t'en as déjà entendu parler. Et t'as déjà entendu parler du truc en lui-même. Putain, ça me dit quelque chose, ça me stresse. Ah, tu peux pas bien le prononcer parce que j'en suis sûr, en fait, la prononciation, elle va... Ouais, mais je sais pas... Mais t'as pas dans le film le... Non, parce que alors, le film en question, je l'ai pas vu, et le truc, même si il y a une période où on l'a entendu tout le temps, et ça... Tiens, si tu veux, je te cache la réponse et tu regardes comment ça s'écrit. C'est pas la montagne islandaise, non? T'entends quoi par la montagne islandaise? Bah non, le volcan islandais. Oui, c'est ça. C'est ça? Ouais. Ah bah, ok. C'est le volcan. Et c'est le volcan islandais qui a fait éruption, donc tout le monde en parlait, dans les potes, ça fait le... Ah, c'est le film avec Danny Boone, non? Le film, je sais plus tout ce que c'est. Par contre, il est dans la vie de Walter Mitty. Oui, exact. On en parle, en fait, parce que c'est ce volcan-là c'est en Islande, putain. c'est pas en Irlande. Bah voilà, c'est là, mais oui, ça, je revois le... C'est pour ça que je te dis, c'est dans un film que tu connais, parce que c'est dans un film que t'aimes bien. Ah, je revois la scène en plus, quand il le dit, le mec a archi vite. Ouais, c'est ça, et tu comprends que dalle. Ouais. Ok. Ça fait combien de points alors? Toi, tu as eu 1, 2, je te compte le volcan. 2? Ouais. Toi, t'as eu 4. C'est vrai? Ouais. Oh, dis donc. Ouais. Il y a juste sur l'harmonica, t'auras pu faire un sans faute. Ouais, non, mais tu connais mon... Non, parce qu'attends. Comment dire, mon oreille musicale qui est au fond. Ouais, non, t'as eu 4. Dans les abîmes perdus au loin. Ouais, donc on est à 41-41. On revient à égalité. Ouais, je vais pouvoir peut-être remonter. Allez, maintenant on va aller piocher ce qu'on va regarder la semaine prochaine. Ouais, et c'est parti pour le tirage au sort. Ouais, moment toujours tant attendu. J'adore ce moment-là. Ouais, moi aussi, j'ai la petite... Je suis en mi-stress. Ouais, c'est ça, la petite excitation de voir, genre, alors, à quel mood on va être? Allez, c'est parti. 3, 2, 1. 1. Les anges déchus. Les anges déchus. Très bien. C'est Wong Kar-wai. C'est Wong Kar-wai. Encore un? Ah bah voilà. Bah voilà, je vais pouvoir me faire un autre avis. Ouais, carrément. Et que ça sera, je pense, complètement différent de... Bon, c'est complètement différent de Asir Gobai. Après, je l'ai vu en cours de français en école d'art appliqué à Lyon. Donc ça date de... j'ai dû voir ça, en 2004 ou 2005, un truc comme ça. Ok. Si je dis pas de conneries et que je confonds pas avec un autre, c'est celui-là. Ok, bah moi, toujours pas vu, parce que Wong Kar-wai, j'ai fait le premier. Là, ça va être le deuxième. C'est bien, je vais rattraper mes lacunes. Bah ouais, non, puis moi, je suis contente de les voir, les revoir, et puis qu'on puisse en échanger. Bah c'est parfait. Donc bah rendez-vous la semaine prochaine pour les anges déchus de Wong Kar-wai. Et en espérant que ça va mettre une claque enfin. Ouais, j'espère. J'espère que le souvenir que j'ai, il est aussi bien que le film. J'ai un bon souvenir. Bon bah voilà. Merci d'être resté jusqu'ici, et puis toujours nous écouter, et puis nous soutenir. Donc on se dit à la semaine prochaine. Voilà, à la semaine prochaine. Portez-vous bien, et puis... longue vie à vous. Cœur sur vous, cœur sur nous. Bonne semaine, bonne journée, bonne soirée. Tous, quoi. Tous. Tout ce que vous voulez. On vous souhaite. Bonne année. Non, c'est trop tard, là. Bah après, ça dépend quand est-ce que les gens l'écoutent, quoi. Ouais. À bonne année si vous l'écoutez en mois de janvier. Et je vous dis pas quelle année, comme ça. Sinon, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao. Ciao.